Le multivers, ce n'est pas que The Flash et Spider-Man, c'est aussi la petite sirène, puisque encore une fois, le film fait polémique pour pas grand-chose, étant donné que Disney s'est trompé et a embauché, par erreur, l'acteur Stefano Tomadini pour incarner un Triton, sauf qu'on le connaît plus volontiers sous son meilleur pseudo, Dante Ferrari, dans des vidéos porno. Mais bon, le type, il avait un casting, cherche mec torse nu nageant avec sa queue pour des scènes avec Polochon, évidemment qu'il a pensé qu'il était taillé pour le rôle. Ici votre fidèle Commis des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 403e JT Comics et pile quand va être promulguée la loi du recul de l'âge légal de départ à la retraite, avec un débat institutionnel aussi enrichissant qu'une discussion avec Flèche Noire, et bien devinez qui en profite pour annoncer sa retraite en tant qu'acteur, Bryan Cranston, qui a ensuite clarifié son message en disant qu'il ne parlait que d'une petite pause bien méritée, et ça c'est bien la preuve qu'il ne doit pas avoir toutes ses annuités, mais passons plutôt aux news de la semaine. Avance presque rapide. Le 15 octobre 2024, on apprenait que la Warner prévoyait un grand univers super-héroïque d'ici partagé au cinéma avec un film The Flash prévu pour 2018 et puis tout est parti en couille à la vitesse de l'éclair. Quoi qu'il en soit et sans spoiler The Flash, le film est et restera une expérience cinématographique digne d'être vécue, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il va dire de toute l'industrie cinématographique super-héroïque passée et de toute l'industrie cinématographique super-héroïque à venir, puisqu'il est clair que il va l'impacter aussi bien fictionnellement dans la diégèse, dans l'histoire, que métafictionnellement dans la conception du film. Rappelons quand même que le scénario de ce film a été réécrit, rejeté par la Warner, etc., au moins plus de fois que ce que l'acteur Ezra Miller a fini en garde à vue. Les réécritures successives dans des contextes de production différents. À un moment, on pensait que le DCEU continuerait d'exister, puis non, puis finalement, ça va être celui qui va y mettre fin, commencer autre chose. On va en faire une sorte de patchwork assez étrange au final, rappelons quand même que la tonalité du film a changé. Il y a un moment où le scénariste de comics Grant Morrison est intervenu pour écrire un script avec Ezra Miller, un script qui s'inspirait de Flashpoint, qui s'inspirait de beaucoup d'éléments de science-fiction, comme sait très bien le faire Grant Morrison, qui sera aussi un petit peu la base du prochain film Superman Legacy, si on en croit les éléments posté par James Gunn, qui a l'air de kiffer le Superman All-Star. Mais le script a été rejeté en 2015. C'est Christophe Miller et Phil Lord, les mecs qui sont derrière Into the Spider-Verse, qui ont proposé leur script à la Warner. Un script qui ne comportait pas d'histoire du multivers, aussi bizarre que ça puisse paraître pour eux, mais qui comportait en revanche un élément de voyage dans le passé. Alors on va pas reprocher à The Flash de surfer sur la vague du multivers qui est partout à Hollywood, au ciné et en série en ce moment. C'est quand même The Flash qui, dans la pop culture, dans les comics en tout cas, a rendu le concept populaire dans The Flash numéro 123, The Flash of the Two Worlds, avant que d'autres auteurs comme notamment Alan Moore ou Mark Gruenwald, qu'on oublie souvent, étirent le concept, aussi bien dans l'analyse que dans les comics. C'est le fameux Omniverse, donc c'est le titre du fanzine de Mark Gruenwald et c'est aussi le titre que donne Alan Moore à son Captain Britain Corps, donc un groupe de héros qui pour la première fois est composé de membres venant de terres parallèles. The Flash servira aussi de maître étalon pour jauger de la parole de James Gunn, qui n'a pas tari d'éloges à l'égard du film, qui a déclaré que c'était le meilleur film de super-héros jamais réalisé et le meilleur film qu'il ait vu en 2023, alors qu'à l'époque on était en mai ou en mars. Stephen King, Tom Cruise ont aussi joué le jeu des éloges, qui est quelque chose de normal, c'est une petite escroquerie, une petite supercherie corpo, une petite arnaque, mais qui est de bonne guerre finalement. Mais bon, on voit qu'elle tient pas face aux premières critiques du public qui sont déjà beaucoup plus mitigées, et pas tout le monde d'ailleurs, même dans les célébrités, joue ce jeu-là, puisque Michael Shannon, qui est impliqué quand même dans le film, puisqu'il reprend son rôle de Zod, et il déclare que l'expérience n'a pas été satisfaisante pour lui, parce qu'il dit que Man of Steel était un film complexe, alors que là, The Flash aussi, dit-il, mais c'est plus une histoire centrée sur The Flash. Alors Man of Steel, c'était quand même une histoire sur Superman. Il a servi de punching ball pendant 1h30 avant de servir de cobaye à l'apprenti ostéo Clark Kent. Mais là, ça sent quand même mauvais qu'il dise ça. Il dit que là, il n'est qu'un défi sur le parcours de The Flash. Ça, c'est le rôle d'un antagoniste, mais la façon dont il présente, ça pue du cul. Mais là où le précédent sera remarquable, c'est dans la façon de gérer l'affaire Ezra Miller, dont les phrases que ferait sourire n'importe quel rockstar des années 70-80, mais qui néanmoins vont
du cambriolage jusqu'aux accusations plus graves de détournement de mineurs à qui elle aurait donné du LSD, sympa, en passant aussi par l'agression de gens qui faisaient du karaoké tranquillement dans un bar, ce qui pose quand même la question qui mérite d'être posée. Contre le karaoké, la seule réponse viable, est-ce le karaté? On a vu des acteurs lâchés par des productions pour beaucoup moins de ça, pour des tweets, pour des opinions politiques, certes débiles mais beaucoup moins graves que ce dont est accusé Ezra Miller, qui normalement devrait être irrattrapable mais qui pourtant s'est excusé auprès de la Warner, qui règle ses affaires avec la justice compétente et qui invoque une santé mentale défaillante. Il a suffi qu'il soit écarté de la promo de The Flash, ce qui est la meilleure stratégie adoptée pour la Warner. Lui dit que c'est pour ne pas parasiter justement et pour que la promo se fasse sur le film The Flash et pas sur les frasques d'Ezra Miller. Évidemment aussi que c'est pour sa santé mentale, puisqu'on lui souhaite un rétablissement. Mais le réalisateur du film, Andy Muschietti, dit qu'il n'y a que lui qui peut incarner Barry Allen comme il le fait. Oui, comme on croyait qu'il n'y avait que Michael Keaton qui pouvait incarner Batman avant Ben Affleck, avant George Clooney, et aussi qu'il voudrait son retour à lui s'il devait revenir dans une autre suite du film, dans le futur du DCU. Et d'ailleurs, Andy Muschietti serait le réalisateur favori de la Warner pour réaliser le film Batman, The Brave and the Bold, et on espère qu'il va pas prendre Jean-Marc Morandini pour faire Alfred, en mode Catherine Leclerc, à gender bent, parce qu'on est moderne. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film The Flash, qui restera un cas d'école d'une manière ou d'une autre. Vitesse normale. Dans le reste de l'actu ciné, hors force véloce, hors Batman vieillissant, et j'aurais bien dit hors polémique, mais non, puisque c'est l'acteur Tenoch Huerta qui se retrouve sous l'eau, et malheureusement pas pour nous offrir la suite des aventures de son personnage Namor dans le MCU, non. Il est accusé d'agression sexuelle et de prédation sexuelle par la saxophoniste Maria Elena Rios. Tout ça part d'un podcast auquel la musicienne a participé, elle n'a pas été payée, donc évidemment elle a raison, elle ne veut pas qu'il soit diffusé, elle affiche les podcasteurs et place au passage qu'ils défendent le prédateur sexuel Tenoch Huerta. Lui, de son côté, l'acteur se défend en disant qu'il est sorti quelques mois avec la saxophoniste, que tout se serait très bien passé jusqu'au moment de la rupture où évidemment tout est parti en couille. Alors là, il va falloir que la lumière soit faite sur l'affaire hors caméra, hors réseaux sociaux, mais Marvel doit commencer à voir le sif qui s'enlalgue à force de toutes les polémiques sur leurs acteurs qui incarnent des antagonistes. Tiens d'ailleurs, qui prend ce rôle extrêmement à cœur, c'est Vincent D'Onofrio, le caïd, qui en convention s'est adressé en gros à Tom Holland en lui disant: je t'aurai Spider-Man, il y a peut-être une marée de gens qui nous séparent pour l'instant, mais je t'aurai, espèce d'enfoiré. Alors c'est très bien, ça nous rappelle qu'avant d'être un des ennemis principaux et les plus charismatiques de Daredevil, le personnage a été inventé dans la série The Amazing Spider-Man et a donné pas mal de fil à retordre à l'araignée, mais calmos Vince, pour l'instant t'es juste un tank habillé en joueur du grenier qui se fait mettre à l'amende par une ado fan de tir à l'arc. Mais passons plutôt du côté de la lumière avec des news sur Superman Legacy, le prochain film de James Gunn, et on passerait aux auditions filmées pour Lois et Clark, avec David Corenswet, Nicholas Hoult et Tom Britney pour Clark Kent, Rachel Brosnahan, Emma Mackey et Phoebe Divnor pour Lois Lane, et les autres personnages seraient choisis après. Moi je pense qu'il faudra avoir dans la pièce à ce moment-là des artistes de comics qui maîtrise le personnage de Superman et tous ses traits, la partie visuelle. Apparemment le film servira aussi à introduire les personnages, certains de The Authority. On connaît pas du tout le casting. Pour l'instant, si on veut du solide, il faudra se contenter, et c'est très bien, du renouvellement de la série Superman and Lois et Superman sur CW, contrairement à la série Gotham Knights, qui nous fait une Silvio Berlusconi. Et puis si vous voulez de la Justice League réinterprétée en animation, eh bien il faudra se contenter du Justice League War World, qui verra Wonder Woman, Batman et Superman, la Trinité réinterprétée. Diana Prince qui sera plutôt dans un monde de western, Batman, Clark Kent qui sera dans un monde primitif, préhistorique, et Superman dans un monde un petit peu années 30, mais où il y a plein de martiens, des extraterrestres. Et puis j'ai enfin compris ma sœur quand elle me dit que finalement 5 minutes de plaisir c'est toujours bon à prendre, puisque j'ai regardé les 5 premières minutes de la série Secret Invasion, sur un site créé pour l'événement, à savoir qu'il faut rentrer un petit mot de passe dans une ambiance d'espionnage d'Alien, et c'est un très très bon apéro pour la future série Disney+, où il me tarde aussi de voir le documentaire consacré à Stan Lee, le co-créateur qui prend très bien la lumière et qui a une très très belle moustache de tout l'univers Marvel moderne, on va dire, et donc il raconte que pendant la Grande Dépression, eh bien il lisait tout ce qu'il pouvait se mettre sous la main puisqu'il n'avait pas d'argent, donc c'était comme ça qu'il voyageait, alors que moi en 2023 j'essaie aussi de lire tout ce qui me passe sous la main, et c'est pour ça que j'ai pas d'argent et que je fais une petite dépression.
La source. Dans l'actu purement comics de crossover, donc ces rencontres improbables, un petit peu comme celle entre un tacos et une raclette, on commence par Batman et l'Italie, mais ne vous attendez pas à le voir faire tourner des pizzas en forme de batarang sur ses doigts, non, puisque c'est la rencontre entre Batman et l'éditeur cultissime italien Sergio Bonelli et plutôt son personnage Dylan Dog, le détective britannique, puisque l'action se passera à Londres. Les deux vont s'associer pour déjouer un complot de leurs deux pires ennemis, le Joker et Xabaras, mais moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que normalement Batman, dès qu'il voit un type qui a cette gueule, il finit par l'adopter et lui faire passer toutes ses nuits dehors à travailler, comme si c'était un gang bruxellois. Bon, là on verra, la tendance ça promet d'être très très beau, c'est par le scénariste Roberto Recchioni et l'artiste Werther Dell'Edera. Et chez Marvel, ce qui devait arriver arriva après l'acquisition par Disney de toutes les propriétés intellectuelles de la Fox. On va avoir droit à un crossover entre Wolverine et le Predator, qui devrait pas trop avoir de mal à trouver le Griffus, si on en croit le petit combo odeur de bière et de cigare froid. Ça sera une mini-série en 4 chapitres par Greg Land, au dessin par Andrea Di Vito et plein d'autres. Ça sera scénarisé par Benjamin Percy. Apparemment, ça sent le retcon de sa mère, vu que on apprendra que leur querelle ne remonte pas à hier. On est déjà sur la couverture à l'époque Weapon X. Donc bon, en attendant, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les deux cas, chez DC et chez Marvel, c'est Dylan Dog et le Predator qui sont mis en avant en premier sur la couverture. Et puis on a aussi appris que la mini-série Ultimate Invasion ne serait que le début d'une initiative plus large autour de ce fameux univers Ultimate, de Jonathan Hickman et Brian Hitch. Donc là, c'est Jonathan Hickman avec un H comme Hapericube, étant donné que il relancerait après ça l'univers qu'il a lui-même enterré en 2015, un petit peu comme si Émile Louis venait se mettre à ramener des gamines à l'école, ou si Alex Kurtzman et Tom Cruise faisaient une momie 2. On n'a pas trop de détails, sinon ça nous spoilerait Ultimate Invasion, mais on sera là pour lire cet univers qui est cher dans le cœur de nombreux lecteurs. Après tout, c'est lui aussi qui nous a donné de très très bons moments, le MCU dont il est grandement inspiré, et aussi Miles Morales. Et puis après Batman Inc., après Joker Inc., après X Corporation, c'est au tour de Avengers Inc., où on verra la suite de la mini-série sur Janet Van Dyne par Al Ewing, qui retrouve Leonard Kirk. Donc quelque chose qui va nous plonger dans une forme de quiproquo, puisqu'elle enquêtera sur un tueur en série du nom de Victor Shade, sauf que ce Victor Shade va l'assister pour trouver le serial killer aussi. Victor Shade, c'était le pseudo de Vision quand il a décidé de se faire implanter des ondes cérébrales humaines et de se projeter une apparence d'humain pour mieux se mélanger aux humains. Lui, il n'a pas choisi le pseudo Dante Ferrari, qui lui aussi apparemment a l'air de bien se mélanger. Et enfin, contrairement au whisky et au coca, il existe des mélanges dont on sait d'emblée que ça va être dément. Et là, l'association, c'est par deux pros de l'horreur qui ont largement fait leur preuve. Le scénariste Garth Ennis et la dessinatrice scénariste aussi Becky Cloonan, qui vont se réunir pour faire une des histoires principales du deuxième tome de l'anthologie Creepshow. Ça sera une histoire d'horreur in utero. Il y aura aussi tout plein d'autres histoires par tout plein d'autres artistes. C'est chez Skybound et il me tarde de plonger un œil, voire deux là-dedans. Lisez, cette semaine j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais en termes de lecture, j'ai pas eu le temps de continuer Apparition dans le ciel de Berlin-Est, j'ai pas eu le temps de commencer The Blue Flame, j'ai pas eu le temps de continuer aussi un truc que j'ai commencé qui s'appelle Stray Dogs chez Panini qui m'a beaucoup intrigué, j'ai pas eu le temps, et bon je l'ai pas encore reçu en même temps, mais dès que je vais le recevoir je vais avoir envie de le défourailler, de lire le prochain titre de Brubaker et Sean Phillips qui s'appelle Night Fever, mais je vais me rattraper, j'ai eu du taf et d'autres choses à faire, et donc je serai à la médiathèque Salim à Toubou. C'est aujourd'hui, mercredi 14 juin à 15h, dans le 15e arrondissement de Marseille, pour présenter une battle de dessin entre Bruno Bessadi et Richard Di Martino et deux élèves à eux. J'ai aussi eu le temps quand même de regarder l'épisode 1 de The Idol. Bon, pas trop kiffé, c'est la série avec le personnage de Lily Rose Depp qui apparemment a l'air d'avoir partagé un moment d'intimité avec Spider-Man, si j'en crois la photo entoilée d'elle qui sort sur la toile, mais je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, à laisser, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir aussi sur les réseaux sociaux, où vous pouvez me laisser vos petits message pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté, donc prenez-le. Ça c'est tous les mardis, puisque c'est le mercredi que sort le JT, et d'ailleurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. À Marseille, de nombreux fans ont été déçus de l'acoustique du stade Vélodrome, dans lequel ils sont venus voir le concert de la Queen Beyoncé. Alors évidemment, ça avait l'air moins Dolby Surround qu'à la Belle de Mai où c'est parti en fusillade, mais bon, moi il ne me viendrait pas à l'idée d'aller voir un match de foot dans un Zénith ou un Olympia.